Pour vous embarquer au mondial de l'automobile, j'ai pas choisi n'importe quelle voiture, c'est une GTI, une Exam, et je vous emmène donc faire le tour des nouveautés françaises. Pour faire simple, elle, c'est la star du salon, c'est la Renault 4Ever. C'est un hommage évident à la fameuse 4L qu'on connaît tous et elle marque aussi le 25e anniversaire du rallye 4L Trophy qui a marqué plusieurs générations. Alors justement, pour appuyer sur son côté baroudeur, on trouve à l'arrière des plaques de désensablage et une pelle. Il y a aussi un compresseur dans chacune des roues pour faire varier si besoin la pression des pneus dans chaque pneu, donc de manière à passer plus ou moins facilement certains obstacles. Et pour l'hommage justement, on retrouve des vitres de custode à la découpe trapézoïdale comme sur le modèle d'antan. Il y a aussi la calandre qui marque un hommage évident et pourquoi pas la découpe des feux arrière. Et donc c'est un modèle qui préfigure une version de série évidemment un peu modifiée et ce sera un SUV relativement compact d'environ 4,20 m de long. Alors la plateforme, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est pas celle qui équipe la nouvelle Renault Mégane électrique. Non, pour une histoire de coût, ce sera une autre plateforme, donc plus accessible. Ça, c'est malgré tout une version électrique avec un moteur de 100 kW, c'est l'équivalent de 136 chevaux, et une capacité de batterie de 42 kWh. Donc on peut imaginer entre 300 et 400 d'autonomie 100% électrique pour la version de série qu'on attend probablement en 2025 et qui sera fabriquée en France. La Renault 4Ever, Julien l'a vue avant les autres, avant le salon, et il vous la présente plus en détail. Bienvenue sur Automoto. 2 ans après la renaissance de la R5, Renault pioche à nouveau dans son passé pour faire revivre une de ses icônes. Aujourd'hui, place à cette étude 4Ever Trophy qui promet le retour de la 4L à l'horizon 2025 sous la forme d'un SUV 100% électrique. Pour Renault, c'est également l'occasion de célébrer les 25 ans du Rallye Raid 4L Trophy qui a bercé plusieurs générations d'étudiants, d'où le look de baroudeuse arboré par cette Renault 4 des temps modernes. La garde au sol est bien évidemment à l'avenant pour affronter les terrains les plus hostiles, tandis que chaque jante intègre un compresseur pour gonfler les pneus. Le caractère off-road est également mis en valeur par sa galerie accueillant une roue de secours ou encore par la pelle et les plaques de désensablage logées sur la vitre du haillon. Bref, la parfaite petite panoplie d'aventurières. Et cette étude, elle n'oublie pas de reconduire les thèmes stylistiques qui sont chers à la 4L d'origine, notamment ce bout de capot arrondi qui surplombe la calandre horizontale avec les phares ronds. Sur les côtés, sur les flancs, eh bien, on retrouve des surfaces très planes. Et puis, la fameuse custode, la 3e vitre latérale en forme de trapèze. Et enfin, à l'arrière, eh bien, ce haillon plat légèrement incliné qui s'accompagne des fameux feux en forme de gélule. Malheureusement, cette 4L du futur ne révèle pas encore son habitacle. Pour le moment, elle nous livre une partie de sa fiche technique qui stipule une batterie de 42 kWh pour alimenter un moteur électrique délivrant 100 kW, soit environ 140 chevaux. Des caractéristiques probablement fidèles à celles du modèle définitif qui reposera sur une plateforme modifiée de Clio par souci d'économie. D'ailleurs, elle partage avec cette dernière un gabarit assez similaire puisqu'elle s'allonge sur 4,16 m. Soucieuse de respecter un tarif abordable, il n'est pas question pour la future 4L de reprendre la base technique de la Mégane électrique trop coûteuse.
Alors concentrez-vous et fermez les yeux un instant pour tenter de débarrasser cette Forever Trophy de tous ses attributs d'aventurière et vous obtiendrez peut-être ce à quoi ressemblera la 4L définitive que le constructeur nous promet en 2025, soit un an après le lancement de la R5. C'est un véritable duo de choc qui nous attend avec ces deux voitures qui seront fabriquées en France et dont on ne manquera pas de vous reparler dans Automoto d'ici à leur commercialisation. À bientôt. La Peugeot 408, on vous en a déjà parlé sur Automoto, grâce notamment à une vidéo détaillée de Julien Jaudry. Mais on y revient ici pour parler prix. Et le premier d'entre eux, 37 350 €. Et on sait maintenant que ça grimpera à plus de 51 000 €. Alors pour vous donner une petite idée du positionnement de la 408, sa version d'accès est plus chère de 9 000 € que la version d'accès d'une Peugeot 308. Pourtant, les voitures partagent la même plateforme. À part la garde au sol et l'empattement, il n'y a pas d'énormes différences techniques, elles ont même la même planche de bord. De là à dire que les constructeurs nous proposent des SUV pour nous vendre des voitures toujours plus chères, il y a un pas que je vous laisse franchir vous-même. Plutôt que de dire du mal de Peugeot, je préfère vous dire que la 408, on l'essaye à la mi-novembre et qu'on vous dira très rapidement ce qu'on en pense. Bienvenue sur Automoto, les nouvelles silhouettes se font rares chez un constructeur réputé conservateur comme Peugeot. Alors quand on apprend que le Lion s'apprête à investir un créneau inexploré chez les constructeurs généralistes, eh bien cela pique forcément notre curiosité. Chez les compacts de type Golf, Mégane ou 308, on connaissait les variantes classiques à 5 portes, les breaks, mais aussi des profils qui ont plutôt eu tendance à déserter les catalogues des constructeurs ces dernières années, tels que les 3 portes, les sedans ou encore les cabriolets. Mais une berline de type fastback, c'est plutôt inédit. Alors vous allez me dire, elle est bien longue pour une compacte, cette nouvelle Peugeot. Et puis, elle s'appelle 408, donc rien à voir avec une 308. Et vous aurez raison. Mais officiellement, Peugeot la considère bien comme un véhicule du segment C puisqu'elle repose sur la plateforme de la 308 et qu'elle en hérite bon nombre d'éléments techniques et stylistiques. Il est vrai qu'avec une longueur totale de 4,69 m, on serait plutôt tenté de l'associer au segment supérieur où navigue sa grande sœur 508, à peine 6 cm plus longue, mais en 2022, la plupart des routières de cette catégorie affichent des gabarits largement supérieurs. Mais encore une fois, cette 408 ne repose que sur une base de 308 allongée de plus d'une trentaine de centimètres par rapport à la 5 portes. Elle est même plus longue de 5 cm que le break, mais elle est surtout plus haute pour surfer sur cette nouvelle tendance des berlines surélevées à la manière des Citroën C5X ou encore Ford Evos. Comme bon nombre de constructeurs, Peugeot tente de relancer l'intérêt pour les berlines auprès d'un grand public qui les a progressivement boudées depuis une quinzaine d'années au profit des SUV. Et c'est justement en piochant dans l'ADN de ces crossovers que ces berlines d'un genre nouveau se démarquent. Par rapport à une berline classique, la 408 se surélève de seulement quelques centimètres pour faire de l'œil aux propriétaires de SUV, mais avec une hauteur d'1,48 m, on est bien loin du 1,64 m affiché par un 3008. Peugeot revendique ainsi clairement l'appartenance de cette 408 à la catégorie des berlines. Preuve en est son appellation qui se passe du 00 central, habituellement réservé aux SUV Socialia. Entre berline et SUV, tout est question d'équilibre pour cette 408 qui, pour relever son assiette, mise sur de grandes roues de 720 mm de diamètre. Si elle se passe de barre de toit, elle n'échappe pas aux protections qui ceinturent généralement la carrosserie des aventurières, aussi bien en bas de caisse qu'au niveau des entourages d'ailes. Pour le reste, elle reprend le capot et les optiques de la 308, mais s'en distingue par des ailes avant plus larges et davantage creusées au-dessus des phares.
Le bouclier est également spécifique pour donner plus de place aux ouïes d'aération, qu'elles soient factices ou non. Les designers ont aussi été contraints de redessiner les portières, bien plus longues que sur la 308, et forcément l'intégralité de la poupe, à l'exception des feux et du bandeau qui les relie. Mais la pièce maîtresse de cette 408 réside bien évidemment dans sa chute de pavillon en pente douce de type fastback, qui n'a rien à envier à celle d'une certaine Audi A7 Sportback, référence du genre, un profil idéal selon les aérodynamiciens qui l'ont mise au point en soufflerie. Donc sur cette nouvelle Peugeot 408, le gros défi en termes de performance aérodynamique a été surtout sur l'arrière du véhicule pour donner justement ce côté fastback dynamique avec la courbe supérieure et la courbe inférieure qui viennent se resserrer pour avoir le sillage le plus vite possible et pouvoir intégrer ce genre d'éléments stylistiquement forts sans perturber la performance aérodynamique, la malle de coffre et la partie basse arrière, le diffuseur qui permet à l'écoulement de remonter et d'avoir la hauteur de sillage la plus faible possible. L'optimisation de la pénétration dans l'air se joue également au niveau des jantes, au style inhabituel pour une Peugeot qui n'est pas sans rappeler les flasques aérodynamiques usitées par certaines Citroën dans les années 80 et 90. Pour autant, et malgré ces solutions retenues pour améliorer son aérodynamisme, eh bien cette 408 ne fait pas mieux qu'une 308 5 portes avec un CX équivalent de 0,28 qui est même légèrement supérieur à la 308 break, paradoxalement, une contre-performance qu'elle doit à sa stature légèrement surélevée. Alors on ne va pas s'attarder sur les places avant de cette nouvelle 408, sachant que la planche de bord est strictement identique à celle d'une 308. La nouveauté se trouve aux places arrière grâce à l'allongement de l'empattement qui atteint 2,79 m, c'est 6 cm de plus que sur le break 308 et cela profite à l'espace aux jambes avec une cote supérieure à une 508. Et décidément cette 408 surclasse sa grande sœur en termes d'habitabilité avec un coffre, vous allez le voir, plus logeable. On s'en doute au vu de la hauteur de la malle, 35 litres de mieux que la 508 berline avec 522 litres, c'est presque aussi bien que le break 508. Et puis on apprécie la large découpe de ce coffre ainsi que le faible seuil de chargement. Véritablement cette 408 devrait se révéler très pratique au quotidien. En revanche, rien de nouveau pour le moment sous le capot de la 408 qui n'offre qu'une motorisation 100% thermique essence de 130 chevaux ainsi que deux blocs hybrides rechargeables cumulant 180 et 225 chevaux déjà présents à bord de la 308. Mais Peugeot nous promet également l'arrivée d'une variante 100% électrique quelques mois après l'introduction du restant de la gamme, début 2023, à un tarif qui devrait être légèrement supérieur à 30 000 €. Avant cela, nos essayeurs auront pris le volant de cette nouvelle 408 pour vous livrer leur verdict. Donc à très bientôt sur Automoto. La marque Alpine entend se développer avec l'arrivée prochaine d'un SUV et aussi d'une citadine, évidemment dérivée de la Renault 5 qu'on retrouve là encore au mondial de l'automobile. Et on sait aussi que toute la gamme sera électrique, mais ce n'est pas le cas de ce concept. Donc elle, c'est l'Alpine Alpenglow qui, d'un point de vue technique, est assez complexe puisqu'elle dispose d'un moteur à combustion interne qui fonctionne à l'hydrogène et ça lui permet de ne rejeter par ses échappements que de l'eau. En revanche, ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans la gamme du constructeur, en tout cas pas tout de suite, à court ni à moyen terme. Mais ce véhicule, il ne présage donc rien dans la gamme commerciale d'Alpine, mais il nous laisse quelques indices sur l'hypercar que va engager Alpine aux 24 heures du Mans et dans le championnat du monde d'endurance. Et côté matériaux aussi, pour la légèreté comme pour la rigidité, on retrouve des éléments en carbone, sauf qu'il s'agit de carbone issu du recyclage. L'Alpenglow nous dévoile quelques choix dans le développement d'Alpine sur ses véhicules du futur, notamment en ce qui concerne les matériaux et l'aérodynamique. On retrouve par exemple ici un aileron mobile donc, qui sert à réduire la traînée donc, pour aller plus vite en ligne droite tout simplement, mais qui en se relevant génère plus d'appui et peut même servir d'aérofrein.
Et il y a aussi au chapitre esthétique, ces espèces de petits flocons qu'on voit partir de chaque côté des phares. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on devrait même retrouver à l'avenir chez Alpine. Si vous passez par le stand DS, vous pourrez apprécier le restylage de la DS3. Enfin, apprécier, c'est un bien grand mot parce que ce restylage est assez discret. L'un des faits marquants, c'est que cette DS3 perd son appellation Crossback. Il faudra l'appeler DS3 tout court dorénavant. Et puis la grosse évolution technique qui concerne la gamme, en fait, elle se concentre surtout sur la version 100% électrique. Elle gagne 20 chevaux, elle passe de 136 à 156 chevaux. Et sa batterie gratte 4 petits kilowattheures de capacité pour passer de 50 à 54. De quoi passer le seuil des 400 km d'autonomie, mais toujours selon le cycle WLTP. Évidemment, ces évolutions ne font pas de la DS3 une voiture franchement plus abordable. Le modèle ici exposé s'approche des 50 000 €. Lui, si vous le reconnaissez, vous êtes très fort, c'est le Renault Austral. Alors là, c'est une plateforme de Renault Austral, juste à côté. Hop. On voit l'Austral dans une version un peu plus classique. Alors pour rappel, c'est un SUV compact, mais pas tant que ça, puisqu'il mesure désormais 4,51 m de long. C'est le remplaçant du Kadjar, un Kadjar qui n'a jamais vraiment fait le poids commercialement face au Peugeot 3008. Justement, très bientôt, on va vous proposer en vidéo un comparatif entre le Peugeot et ce nouvel Austral. Et c'est une voiture intéressante à plein de points de vue, qui marque une montée en gamme de Renault sur ce segment des SUV. Il y a des versions 130-160 chevaux micro-hybridifiées, des versions e-tech de 160 et 200 chevaux. Il y a une banquette coulissante et un tableau de bord vraiment sympa. Bref, tout un tas de détails à voir davantage avec Julien Azora, notre chef adoré, qui a eu la chance d'essayer déjà cette voiture. L'une des nouveautés les plus importantes de l'année s'appelle Renault Austral. C'est un SUV compact remplaçant du Kadjar. Alors pourquoi une nouveauté importante? Eh bien tout simplement parce que le marché des SUV compacts est capital pour les constructeurs. On sait que Peugeot y fait régner avec succès son 3008, tout comme Volkswagen avec le Tiguan ou même Nissan avec le Qashqai qui avait d'ailleurs créé le segment. Aujourd'hui, Renault dégaine donc l'Austral, un nouveau SUV qui devra faire mieux que ses prédécesseurs qui n'ont jamais vraiment connu le succès, mais en est-il vraiment capable? Premier chapitre, le style. Sans révolutionner la proposition du Kadjar, l'Austral affiche un style doux et lisse. Une rupture avec le 3008 qui fait lui le choix du caractère. Bien évidemment, ce nouveau SUV de Renault reprend tous les codes esthétiques qui font la gloire de ses congénères, à savoir des proportions assez athlétiques, un capot nervuré, des grandes jantes obligatoires. Ici, on peut avoir de 17 à 20 pouces. Et puis sur les flancs, des arêtes très saillantes. Bon, comme souvent pendant les essais presse, on dispose d'un véhicule très haut de gamme et il s'agit d'ailleurs d'une toute nouvelle finition qui s'appelle Esprit Alpine et qui évoque, vous l'avez deviné, le sport. Bon, c'est une appropriation d'image un petit peu cavalière de la part de Renault qui n'en est bien sûr pas à son coup d'essai. Coucou la Twingo Gordini. Cette finition se distingue par quelques détails esthétiques comme ses jantes Daytona de 20 pouces. Peu de doute, le style soigné et moderne de l'Austral pourra séduire à grande échelle tant il est consensuel. Il rentre également dans le moule côté dimension avec des proportions similaires à celles de ses rivaux. Comptez 4,51 m en longueur, 1,83 m en largeur et un empattement de 2,67 m. Et bien sûr, cet empattement profite aux passagers et aussi aux passagers arrière. Déjà, on a une ouverture qui est assez vaste, elle fait 58 cm. Et puis, on s'installe dans un habitacle qui est très accueillant. On a de la place aux jambes. Je pense qu'on peut s'installer facilement à 3 adultes, en tout cas sur les trajets assez courts. Et puis on a même de la place au niveau de la tête. Petite coquetterie sur ce modèle haut de gamme. On a évidemment la banquette qui est inclinable et même coulissante sur 16 cm. Ainsi configuré et avec la motorisation full hybride de notre essai, l'Austral offre un volume de chargement dans le coffre de 555 litres et jusqu'à 1455 litres en couchant les sièges. Une valeur là aussi dans la moyenne. À l'avant, l'Austral abat l'une de ses cartes maîtresses, l'infodivertissement,
Face au conducteur, un volant assez carré et surplombé d'une instrumentation dont l'affichage personnalisable est confié à une dalle numérique horizontale très lisible. Et c'est vrai que j'aime bien l'agencement dans ce Renault Austral. On a déjà le sélecteur de rapport qui rejoint les périphériques autour du volant. C'est bien parce que ça libère de l'espace au niveau du tunnel central. Et Renault a pu intégrer ce repose-main. Voilà, c'est assez original, un peu superflu, mais moi j'aime bien. Ici, on a une partie pour poser son téléphone mobile qui va recharger par induction. Mais surtout, le clou du spectacle se passe ici, vu qu'on a une sorte de tablette tactile. Alors le problème, c'est que nous, en essai, on a les voitures assez peu longtemps, donc on a du mal à se familiariser avec toutes les fonctions du véhicule. Néanmoins, si vous avez un smartphone ou une tablette, vous ne serez pas totalement perdu. Voilà, ce système est connecté à Google, comme sur la Mégane électrique qu'on a essayé précédemment. On peut donc installer des applications, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. On peut mettre voilà, votre application musicale, etc., etc., etc. Depuis le vaste écran, il est également possible d'activer certaines aides à la conduite et l'Austral en compte jusqu'à 32. Bon, rassurez-vous, il est aussi possible de le conduire soi-même ce nouveau SUV. Et d'ailleurs, c'est parti pour un premier galop d'essai. Notre version d'essai est une full hybride de 200 chevaux. Il faudra s'y faire, l'Austral ne proposera que des versions plus ou moins électrifiées. Au programme, 2 blocs, dont un tout nouveau que nous essayons aujourd'hui. Il s'agit d'un 3 cylindres, 1,2 litre turbocompressé essence, qui est assez bruyant à l'usage. Il débute à 130 chevaux avec l'adjonction d'une batterie 48 volts et d'un alterno-démarreur, puis grimpe à 200 chevaux en version full hybride. Le moteur thermique est ici couplé à un moteur électrique de 50 kW. Cette version de 100 chevaux, c'est aujourd'hui la plus puissante de la gamme Austral. Les performances sont tout à fait convenables, même si bien sûr on ne va pas aller chasser les chronos. Ce moteur s'associe exclusivement à une boîte automatique à crabot déjà vue dans d'autres modèles de la famille Renault. Celle-ci dispose de plusieurs modes qu'elle gère toute seule en choisissant d'utiliser la puissance du moteur électrique en soutien des performances ou même en obligeant le moteur thermique à recharger la batterie du bloc électrique à la manière d'un prolongateur d'autonomie. Et là, l'association, eh bien, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. On peut dire qu'il y a des vibrations à l'accélération et même parfois des petits creux en pleine charge. Un manque d'agrément mécanique qui n'est pas vain puisqu'il participe à la réduction de la consommation, l'un des fers de lance de ce nouveau véhicule. Bilan, pendant notre essai réalisé sur un parcours extra-urbain et montagneux essentiellement, nous avons relevé une consommation de 5,4 litres au 100 km. Renault annonce 4,6 litres en cycle WLTP. Et s'il est économe, ce nouvel Austral est aussi plutôt sensationnel derrière le volant. D'ailleurs, il repose sur une nouvelle plateforme développée conjointement avec les marques de l'Alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi. C'est une plateforme qui permet d'accueillir des motorisations électriques essentiellement, mais sans renier le plaisir de conduire. Ça, c'est très important pour Renault. Et d'ailleurs, on peut le vérifier aujourd'hui. Sur cet essai qui se passe beaucoup sur les petites routes de montagne, on a un véhicule qui est très plaisant à emmener. D'ailleurs, on a sur cette version d'essai l'option Multisense qui permet d'adapter la réponse des gaz, notamment pour plus de rapidité par exemple, et qui adapte aussi la lumière ambiante. Alors ça, pour le coup, c'est pas vraiment indispensable. Cette version, dotée du Fort Control Advanced à 4 roues directrices, très aboutie, permet d'enrouler les virages, mais aussi de révéler le tempérament sportif de l'Austral. Ce système de dernière génération est paramétrable en 13 modes, oui 13 modes. En outre, ce nouveau châssis dispose d'un train arrière multibras, témoin de la volonté de Renault d'offrir des prestations de qualité. Et clairement sur la route, c'est une réussite, je le répète, l'Austral est vraiment suffisamment agile, même lorsqu'il est sollicité à grande vitesse dans les épingles comme ici à la montagne. Et tout ça, il le fait sans rogner sur le confort, malgré les grandes jantes de 20 pouces dont dispose notre modèle d'essai. D'ailleurs, précisons que cette nouvelle plateforme de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi permet l'arrivée d'une nouvelle direction électronique qui, à défaut d'être très sensationnelle, eh bien, elle remonte suffisamment d'informations pour pouvoir rouler à bon train en toute sécurité. Confortable, maniable et très connecté, l'Austral est assurément à jour pour aborder le marché difficile des SUV compacts. Il est certes pénalisé par sa boîte, un peu paresseuse, mais se rattrape avec son excellente qualité de fabrication et son tempérament dynamique. Disponible à partir de 33 400 €, il s'échange contre un minimum de 44 900 € pour un hybride 200 chevaux en finition iconique esprit alpine.
À Automoto, le Duster, c'est un véhicule qu'on aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule simple, pragmatique, vraiment accessible. Même si c'est un véhicule qui arrive gentiment en fin de carrière, ça reste une des meilleures voitures du marché, même si on considère son prix. C'est une voiture qu'on connaît depuis un certain temps, qui en 2021, l'année dernière, a déjà reçu quelques évolutions esthétiques. Et là, pour 2022, il adopte une nouvelle calandre, comme tout le reste de la gamme Dacia. Et on verra également à l'intérieur des évolutions avec un tableau de bord qui évolue notamment en partie haute. Au mondial, Dacia présente cette version, donc c'est la Mat Edition. J'ai envie de dire que c'est presque un collector parce qu'il n'y aura que 3 marchés concernés par cette série, donc la France, la Roumanie et aussi l'Allemagne. Alors il y a évidemment cette nouvelle teinte, il n'y aura que quelques centaines de véhicules produits. Donc je vous l'ai dit, un collector qui, là encore, annonce plutôt la fin de vie de cette voiture puisqu'elle a déjà 5 ans. Et surtout, sa base technique reprend certains éléments de la Renault Clio 2. C'est vraiment une conception qui commence à être datée et ça l'empêche par exemple d'adopter certaines aides à la conduite qu'on trouve sur le reste de la gamme. Pour ces évolutions, donc, on retrouve par exemple une nouvelle teinte de carrosserie aussi, mais jusqu'ici le tarif ne bouge pas. Un Duster, c'est toujours 15 990 € en premier prix, avec un moteur essence et GPL 200 chevaux. Si vous êtes intéressé, il ne faudra pas trop tarder, mine de rien, parce que c'est une voiture qui restera à la gamme du constructeur toute l'année 2023, mais a priori, on ne se mouille pas trop en disant qu'en 2024, il aura un remplaçant. Ce Duster, on l'a déjà rencontré, c'est Julien qui est allé le voir avant même ce salon et il vous le présente dans son intégralité. Bienvenue sur Automoto, voilà déjà 5 ans que l'actuelle génération de Duster sillonne nos routes. L'an dernier, il avait profité de l'habituel restylage de mi-carrière pour se refaire une beauté avant son remplacement prévu en 2024. Mais oh surprise, cette année, il profite d'un second restylage. Alors on vous explique pourquoi le best-seller de Dacia profite d'autant d'attention. Souvenez-vous, l'an dernier, Dacia révélait sa nouvelle identité visuelle à travers le concept car Bigster qui arborait un tout nouveau logo et de nouvelles couleurs. Un univers graphique que certaines concessions ont déjà adopté, tout comme les campagnes publicitaires, mais pas encore les modèles de la gamme. Alors généralement, quand une marque change de logo, il faut plusieurs années avant que celui-ci se déploie sur tous les modèles. Chez Renault par exemple, seule la Mégane électrique dispose pour le moment du nouveau losange. Chez Dacia, on va beaucoup plus vite puisque tous les modèles disposent au même moment du nouveau logo sur leur calandre, un cas unique dans l'histoire de l'automobile. De la Spring électrique au Duster, en passant par la Sandero, aucune Dacia n'échappe à cette mise à jour, même le Jogger, pourtant sorti il y a seulement quelques mois. Les designers ont donc redessiné toutes les calandres pour adopter le nouveau logo Dacia Link, c'est son nom, et il s'intègre plutôt harmonieusement avec les signatures lumineuses déjà existantes puisque les optiques ne changent pas par rapport au modèle précédent. Et puis tout ça s'accompagne aussi d'une détox du chrome, aussi bien par souci d'écologie que d'économie. Il est ici remplacé par une simple peinture blanche qui rappelle la lumière des feux de jour. Et à l'arrière, eh bien, les chromes ont également disparu puisque les patronines désormais figurent sur de simples autocollants, simples mais efficaces. En outre, toutes les carrosseries des Dacia inaugurent une nouvelle nuance de vert dénommée Lichen Kaki, tandis qu'une teinte gris mégalite recouvre désormais les barres de toile, les protections de bas de caisse et les rétroviseurs des baroudeuses de la gamme que sont les Sandero Stepway, Spring et Duster. Alors la marque aurait pu en rester là, mais elle a réservé une surprise supplémentaire au Duster et ça se passe à bord. Contre toute attente, le SUV reçoit une nouvelle planche de bord, du moins dans sa partie supérieure, excite le trio d'aérateurs ronds centraux et leurs homologues latéraux. La nouvelle coiffe adopte des sorties d'air de forme oblongue, comme sur les récentes Sandero et Jogger, et qui font écho à la silhouette horizontale du nouveau logo Dacia. Alors vraiment nouvelle cette planche de bord, eh bien pas vraiment puisqu'elle existe depuis le lancement du Duster en 2017, mais elle était réservée aux modèles badgés Renault sur certains marchés internationaux. Enfin, dernier détail, comme sur toutes les autres Dacia, eh bien, dorénavant le volant arbore le nom de la marque en toutes lettres dans une nouvelle typographie que l'on retrouve aussi sur les haillons de chaque modèle. Sachez qu'il est déjà possible de passer commande de l'ensemble de la nouvelle gamme Dacia. S'agissant de ce Duster, eh bien, les tarifs démarrent à 15 990 € en GPL 100 chevaux. Rendez-vous très prochainement sur Automoto pour un essai routier. À bientôt.
Alors, j'inventais rien, je lis. Opium, c'est la marque de cette voiture, est le premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène et un acteur de la mobilité décarbonée. Sa mission est de restaurer le dialogue entre l'homme, la nature et la technologie. Ça, c'est du pur discours marketing pour ne parler de cette grande berline française. Et c'est une voiture donc, qui dispose d'une pile à combustible. En d'autres termes, elle fonctionne à l'hydrogène. La pile à combustible fournit de l'électricité au moteur qui anime les roues. Et ça roule. La fiche technique, elle est d'ailleurs très sympathique puisqu'on nous parle de 500 chevaux et une autonomie de 1000 km. Et on doit aussi pouvoir faire le plein en seulement 3 minutes. Opium, marque française, prévoit donc de produire ce véhicule d'ici 2025 entre Paris et Rouen, en Normandie. Et on retrouve à l'intérieur des sièges arrière qu'on promet très confortables, très inclinés, avec pour baigner cet habitacle de lumière un toit vitré panoramique qui peut s'opacifier à la demande et pour le conducteur une immense dalle numérique qui peut se rétracter de façon à ne pas polluer le champ de vision du conducteur. Côté look, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est franchement fluide et très épuré, il n'y a rien qui dépasse, même les rétros c'est remplacé par une petite caméra et on voit que la calandre qui là paraît pleine peut s'ouvrir en partie de manière à améliorer le refroidissement de la pile à combustible. Et enfin, côté tarif, évidemment, pour l'instant, il n'y a aucune véritable info, mais on peut difficilement imaginer que cette voiture, donc qu'on attend dans le meilleur des cas en 2025, coûte moins de 120 000 €. Quand Renault revisite son passé, ça donne pas toujours une bonne idée. Je ne vais pas m'étendre sur la Renault Twingo Gordini diesel, mais ici sur la R5 Turbo 3E, une voiture qu'on a déjà pu voir au concours d'élégance de Chantilly et qui est ici en chair et en os sur le mondial de Paris. Sur le stand Renault, en bonne place entre une Renault Forever, une réinterprétation moderne de la 4L, et la Renault 5 électrique qui préfigure la citadine électrique de la marque. Cette R5 Turbo 3E, c'est donc un concept de voiture électrique, réinterprétation de la R5 Turbo Maxi. Elle cumulerait 380 chevaux avec une batterie de 42 kWh. En tout cas, Renault annonce que c'est fonctionnel, c'est ça qui est important. Et si elle est fonctionnelle, eh ben Renault coucou, nous on veut bien l'essayer, c'est quand vous voulez. Tête de profil, non, s'il est... Le Jogger, vous le connaissez probablement, c'est en résumé le break de la gamme Dacia, l'une des voitures ou la voiture 7 places la moins chère du marché. Pour rappel, en fait, c'est l'avant d'une Sandero et la partie arrière, on voit un décroché ici, c'est une nouvelle partie. Mais donc l'avant vraiment c'est intégralement une Sandero et c'est pareil, le tableau de bord, tout provient de la citadine polyvalente de chez Dacia. Alors la nouveauté sur le Jogger, c'est sa calandre, la face avant. Il adopte comme le reste en fait une nouvelle face avant avec le nouveau logo de la marque. La grosse évolution sur cette voiture, c'est l'arrivée d'une nouvelle motorisation. Pour l'instant, pour rappel, on a 100 chevaux en essence GPL ou 110 chevaux. Et là, désormais, on aura 140 chevaux avec cette version. Donc, c'est pas ce moteur-là, mais une version e-tech, donc hybride. C'est une motorisation qu'on trouve déjà chez Renault. Alors, dans la version 145 chevaux, là, on aura le modèle plus basique, en tout cas, le modèle qui est arrivé en premier chez Renault, 140 chevaux, je vous l'ai dit, avec un moteur 1,6 litre associé à une partie électrique. Alors, les premières livraisons sont prévues au printemps 2023, mais nous, on aura l'occasion très bientôt de vous reparler de cette voiture plus en détail, puisque on va avoir la chance de l'essayer en janvier 2023. On est ici sur le stand de Namix, une start-up en très grande partie française, et devant son SUV coupé, une voiture assez imposante. Mais la voiture en elle-même, c'est pas tellement la question. Ici, c'est plutôt son écosystème, puisqu'il s'agit d'une voiture à hydrogène.
Et Namix veut repenser l'approvisionnement de l'hydrogène, parce que vous savez tous que c'est très difficile de s'en procurer aujourd'hui en France, dans une station-service, il y en a très peu. Alors le conditionnement serait très différent. Pour Namix, il suffirait de le mettre en capsule, comme le café. Et comme ça, on viendrait chercher sa capsule dans des Capstores. Le nom utilisé par l'entreprise pour le moment. Ces Capstores, on pourrait les trouver sur des parkings de supermarchés, des stations-service, et on viendrait compléter l'autonomie offerte par le réservoir principal de la voiture par ces capsules. Alors ici, elles sont très visibles. On nous dit que sur le projet définitif, elles seront évidemment un peu plus dissimulées pour des questions de sécurité. La première voiture de Namix, elle pourrait voir le jour dès début 2026, et franchement, on a hâte de voir ce que ça donne. Il n'a pas de pare-brise, il n'a pas de porte, alors non, il ne faudra pas s'attendre à se croiser ce buggy dès la semaine prochaine dans les rues de Paris ou ailleurs. C'est un vrai concept, on peut le voir comme un réservoir d'idées qui servira aux prochaines Dacia. Dacia qui d'ailleurs aimerait devenir le Land Rover des voitures accessibles. Alors ce buggy, il démontre un peu ce que veut faire Dacia à l'avenir avec par exemple des sièges déhoussables qui ici se transforment même en sac de couchage. Alors on n'ira pas aussi loin sur les voitures de série, mais on aura dès l'année prochaine des housses qu'on pourra enlever et qui sont lavables. Il y a aussi des matériaux issus du recyclage là, qui composent la carrosserie, comme les garde-boue par exemple. Et au niveau du tableau de bord, on fait appel à du liège. Bref, tout ça pour démontrer que l'automobile du futur selon Dacia sera un petit peu plus vertueuse et pour nous montrer aussi, mais par toutes petites touches, ce que sera le Duster, le prochain donc qu'on peut attendre début 2024. Mais le Manifesto, on l'a déjà rencontré avant le Mondial de l'automobile et c'est Julien qui vous le détaille plus précisément. Bienvenue sur Automoto, les concept cars se font assez rares chez Dacia et ils s'apparentent généralement à des show cars proches des modèles de production. Mais cette année, le constructeur roumain a décidé de sortir de sa zone de confort avec cet impressionnant buggy qui sera l'une des stars du Mondial de Paris au mois d'octobre. Ne vous précipitez pas chez votre revendeur Dacia, ce concept n'a aucun avenir commercial en tant que tel. Ses géniteurs le considèrent avant tout comme un laboratoire d'idées destiné à véhiculer les valeurs d'essentialité de la marque, de robustesse, sans oublier d'être cool, comme nous l'explique David Durand qui dirige le design. L'exercice, c'était de demander à nos designers de créer un objet qui illustre ces valeurs, que ça soit un peu une carte blanche, vraiment qu'ils aient la liberté d'exprimer ce qu'ils sentent, même si ça va très loin, trop loin, puisque c'est pas un véhicule qui est destiné à voir la route un jour ou à être commercialisé. Mais c'est un très bon exercice pour trouver des nouvelles idées, pour expérimenter des nouvelles formes, sans avoir la pression de la production en série. Alors bien évidemment, ce concept paraît un peu foufou pour un constructeur qui prône généralement la frugalité, mais il est loin d'être gratuit et vous allez voir qu'il sert avant tout d'écrin à de nombreuses innovations dont pourront profiter les futurs Dacia. Donc chez Dacia, on a imaginé U-Clip, donc un système d'accroche qui est propriétaire, où on a imaginé toute une gamme d'accessoires qu'on pourra venir placer dans sa Dacia. Et par ce système d'accroche, on peut venir mettre soit là sa poche ou un porte-gobelet. Il y a des lampes, enfin tout un tas de choses qu'on a imaginé pour pouvoir les récupérer, soit pour son autre Dacia ou pour une future. On n'a pas besoin de les acheter plusieurs fois. Ce sont des choses que l'on peut garder. C'est une manière d'être écologique et économique également. Dans la recherche d'essentialité, on est allé jusqu'à se poser la question de est-ce qu'on avait besoin de deux phares. On en a retenu qu'un parce que la performance en LED est suffisante pour se contenter juste de celui-ci. Dans l'essentialité, finalement, le double emploi. C'est un phare, c'est aussi une lampe torche. On peut le décrocher et puis venir éclairer soit son camp de base, soit l'accrocher sur la voiture pour éclairer autre chose. On a enlevé tout ce qui était décoratif. On a montré la carte informatique qui est derrière. On l'a juste mise en scène et c'est une signature un peu du design essentiel à la Dacia.
Donc Dacia est une marque robuste et outdoor. On le met en scène avec cette batterie à l'arrière qui sert à alimenter en électricité un camp de base ou des outils qu'on peut utiliser sur cet établi qui est prévu ici sur la voiture. En allant un peu plus loin, on a imaginé ces sièges qui n'ont pas que cette fonction de siège, mais qui peuvent donc se déclipper, sortir de la voiture, et en fait ils doublent en sac de couchage, donc des zips, et on peut dormir à l'intérieur et donc camper à côté de sa voiture. Et puis juste en dessous, on voit que toute la voiture en fait est lavable, donc un simple jet d'eau, on arrose à l'intérieur, et c'est très facile d'entretien. Le concept Manifesto revisite également certains équipements déjà présents sur les Dacia les plus récentes, à l'image de la galerie de toit modulable qui prend ici la forme de ridelles extractibles, ou encore le système d'intégration du smartphone à la planche de bord. Enfin, cette boîte à malice veut aussi faire rimer économie avec écologie en recourant à des plastiques recyclés, issus de polymères usagés pour un rendu final moucheté, baptisé Starkle, sans oublier des matériaux naturels tels que le liège qui recouvre la planche de bord et la partie supérieure du volant. Alors on le sait, la communauté Dacia est immense et très active pour véhiculer les valeurs de simplicité de la marque, auxquelles elle est très attachée. Alors qui sait, en faisant pression auprès du constructeur, peut-être que celui-ci se décidera à industrialiser ce concept, dans une version plus sage bien évidemment. Mais plus certainement, ce sont les innovations à l'intérieur de ce véhicule qu'on retrouvera dans quelques années à bord des futurs Dacia. On pense notamment à la 3e génération de Duster, ainsi qu'à son grand frère, le Bigster. À bientôt sur Automoto. Ça fait à peu près 1 an que Renault a lancé ce Kangoo, cette 3e génération, et la voici désormais accessible en version 100% électrique. Alors ça existait déjà du côté des utilitaires, mais la voici désormais accessible au catalogue VP, donc aux véhicules particuliers. En revanche, ça nous fait un peu une belle jambe cette version. Pourquoi ? Parce qu'elle n'affiche que 285 km d'autonomie sur cycle mixte, donc selon Renault, c'est pas grand-chose. En revanche, il y a d'autres réjouissances au sujet de cette version, comme l'arrivée par exemple d'une instrumentation digitale, donc il n'y a plus les classiques compteurs à aiguilles. Et il y a autre chose, c'est un petit détail pratique pour le chargement. On a une banquette coulissante, c'est la première fois sur ce Ludospace. Mais Julien Jaudry a eu la chance de voir cette voiture au calme dans un studio avant le mondial. Alors je lui laisse le soin de vous donner tous les détails. Bienvenue sur Automoto, c'est un fait, en France, Renault fait figure de locomotive en termes d'électrification depuis plus de 10 ans, mais sur le segment des Ludospace, le losange s'est fait coiffer au poteau par le groupe Stellantis et le Citroën e-Berlingo et Peugeot e-Rifter l'an dernier. Il était donc temps pour le Kangoo de mettre les doigts dans la prise. Si sa version utilitaire bénéficie déjà d'une variante électrique depuis plusieurs mois, il lui restait encore à conquérir le marché des particuliers. C'est donc chose faite avec cette version plus cossue de la fourgonnette. Côté look, rien ne permet de différencier un Kangoo thermique d'un Kangoo électrique. La seule nouveauté, c'est la prise de recharge logée derrière le losange. À bord, là encore, c'est le jeu des 7 erreurs au niveau du cockpit, mais la bonne nouvelle, c'est que le Kangoo électrique fait mieux que son homologue thermique en termes d'habitabilité grâce à sa banquette coulissante, une première sur un Ludospace français, et cela permet d'accroître le volume de coffre de 100 litres pour grimper à 850 litres. C'est tout simplement la meilleure valeur du segment. En revanche, la puissance délivrée par l'électromoteur s'établit à seulement 120 chevaux quand les Berlingo et Rifter offrent 136 chevaux. La capacité de batterie est également plus faible, de 5 kWh sur le Kangoo. 45 kWh qui lui permettent pourtant de devancer légèrement ses concurrents tricolores dans la course à l'autonomie avec 285 km promis en cycle mixte. La dotation standard embarque un chargeur de 11 kW pour une prise domestique ainsi qu'un câble de 22 kW DC pour se brancher sur les bornes publiques. En option, un chargeur de 22 kW AC est proposé pour accélérer les temps de récupération. Les premières livraisons de ce Kangoo électrique sont prévues début 2023. Côté tarif, il va falloir patienter encore un petit peu, mais on peut tabler sur une entrée de gamme aux alentours de 37 000 €, comme les Citroën e-Berlingo et Peugeot e-Rifter.
Ce Kangoo électrique, on ne manquera pas de le tester très prochainement sur Automoto. À bientôt. Elle a des drôles de portes, elle n'a que 2 places, elle est électrique, elle affiche jusqu'à 140 km d'autonomie. Elle est destinée à l'autopartage pour la mobilité urbaine et elle est recyclable à 95%. Elle, c'est la Mobilize Duo que Julien Jaudry, le chef de les nouveautés, alors je sais, c'est pas français, mais au bureau on l'appelle comme ça. Julien l'a vu avant nous, avant vous, avant le mondial. C'est le mieux placé pour vous en parler. Bienvenue sur Automoto. Au sein du groupe Renault, la nouvelle entité Mobilize doit proposer 2 nouvelles solutions de mobilité et d'autopartage. Après la berline Limo destinée essentiellement aux VTC et aux taxis, la marque s'apprête à concurrencer frontalement la Citroën Ami avec ce petit véhicule électrique qui se limite à seulement 2 passagers. Oubliez la Twizy, dont elle s'inspire pourtant largement en termes d'architecture, place à la Mobilize Duo, dont il sera malheureusement impossible de devenir propriétaire puisque vouée exclusivement à la location et à l'autopartage, contrairement à la rivale des chevrons. Mais elle a l'avantage d'être proposée avec ou sans permis de conduire puisque sa variante la plus puissante atteint 80 km/h, alors que la Citroën Ami plafonne, quoi qu'il arrive, à 45 km/h. Alors la Duo risque de se faire de l'ombre à la Citroën Ami parce qu'elle se montre beaucoup plus sécurisante en incluant notamment un airbag et puis également plus agréable à vivre avec un véritable cockpit avec un écran digital et puis des équipements tels que les sièges chauffants ou encore un haut-parleur. Un joli programme qui ne s'arrête pas en si bon chemin puisque Mobilize présente également le concept Solo, une sorte de trottinette carénée sur 3 roues sur laquelle il est tout de même possible de s'asseoir. Alors côté sécurité, la marque se veut également rassurante en promettant le déploiement d'un airbag intégral en cas de choc. Mobilize espère voir fleurir ce véhicule en série dans les prochaines années, une solution innovante, plus sécurisante qu'une simple trottinette et dont 6 exemplaires peuvent s'aligner sur une simple place de parking automobile. L'avenir proche, c'est le lancement de Mobilize Duo fin 2023 dans les grandes villes. Bien évidemment, nous ne manquerons pas d'en prendre le volant sur Automoto. À bientôt. Villebrequin, mon gars. Le mondial de l'auto, c'est l'occasion de croiser ce qu'on ne croise pas tous les jours, c'est-à-dire des voitures uniques, exceptionnelles, des engins de rêve. Et le mondial de l'auto, c'est aussi l'occasion de croiser des projets empreints de subtilité et d'élégance. Qu'on apprécie les projets de Villebrequin ou non, là n'est pas la question. Il faut au moins leur reconnaître un énorme talent, c'est de nous faire apprécier le Fiat Multipla.